Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un document très intéressant qui avait été écrit par Émile Littré et qui se nomme Comment, dans deux situations historiques, les Sémites entrèrent en compétition avec les Ariens pour l'hégémonie du monde et comment ils y faillirent. Pourquoi ce document est très intéressant? C'est parce que bien évidemment, il a été écrit avant la Seconde Guerre mondiale et qu'il va nous expliquer un petit peu tous les précédents de la compétition entre Ariens et Juifs. Ces deux situations sont celles où Carthage et Rome se rencontrèrent dans la Méditerranée et se disputèrent les îles de cette mer et les terres adjacentes, et celles où les Arabes, ayant atteint dans leur conquête l'Afrique et l'Espagne, se heurtèrent contre les chrétiens occidentaux. Les Carthaginois étaient sémites par Tyr, la grande marchande de l'Antiquité, qui avait fondé cette colonie sur la côte africaine. Ils l'étaient par la langue, le phénicien, frère de tous les parlers sémitiques de la Syrie, de la Mésopotamie et de l'Arabie. Ils l'étaient par la religion, et les prophètes d'Israël n'auraient pas moins lancé l'anathème contre le Melkart de Carthage que contre le Moloch de Chano. La langue aussi témoigne que les Arabes appartiennent à la même race d'hommes, et ils lui étaient tellement congénères que partout leur idiome a supplanté les divers parlers sémitiques usités à Jérusalem, à Tyr, à Sidon et à Babylone. Rien ne peut disputer aux Romains le caractère arien. Le latin qu'ils parlaient en est le signe assuré. Ce n'est pas sans surprise, mais c'est avec une pleine certitude que l'érudition moderne a reconnu la parenté du latin avec le grec, de tous deux avec le persan et le sanskrit, et a rangé tous ses frères, étonnés de leur fraternité, en un même groupe. Les chrétiens occidentaux sont les héritiers directs des Romains, et à ce titre, ils entrent dans tous les droits de leurs auteurs. Mais il y a plus. Quand à la lumière de la linguistique, on examine leurs titres, on voit qu'ils ont les leurs propres. Les Italiens, en tant que latins, sont, cela va sans dire, ariens. Les Celtes de la Gaule et d'Albion le sont aussi. Le celtique est un dialecte de ce parler dont les peuplades se sont répandues jusqu'au fond de l'Occident. C'est aussi de l'une de ces peuplades émigrantes que la Germanie tire sa langue. Et dès lors, elle est dite arienne comme les autres. Pour l'Espagne seule, il y aurait lieu de contester, ce sont des Ibères qui ne tiennent aux Ariens ni par la langue ni par la race, mais le gouvernement de Rome. Par une longue possession, par une civilisation supérieure, les a fait parler latin. Et malgré la diversité primordiale, il n'est plus possible de les séparer des Italiens et des Gaulois, dont ils sont devenus frères par l'éducation. Je n'attribue pas à la race de prépondérance dans le va-et-vient des conquêtes. Un simple coup d'œil sur les anciens empires montre qu'en effet, elle n'en a pas. À l'aurore des temps historiques, les Égyptiens, peuple couchite qui n'est ni sémite ni arien, portent fort loin ses armes victorieuses. Des Scythes tiennent pendant des siècles sous leur domination l'Asie occidentale. Les puissantes monarchies sémites de Babylone et de Ninive prennent à leur tour le premier rang dans ce monde qui comprenait l'Égypte, la Syrie, l'Euphrate, le Tigre et l'Iran, et qui n'est pas sans une certaine analogie avec les conditions réciproques des États modernes de l'Europe. Puis une race aryenne, la Perse, intervient. Elle pousse ses conquêtes jusqu'à l'Asie mineure et à la Méditerranée, essaye de passer en Europe par la Grèce et échoue dans sa tentative. Alexandre conduit les Grecs ariens contre le grand roi, met à bas le colosse et prend son vol irrésistible vers l'Orient et jusqu'au rivage de l'Indus. Ainsi, dans cette haute antiquité, toutes les races ont leur jour. Bien au-delà à l'est et tout à fait en dehors des rapports et des conflits des peuples et des royaumes que je viens de rappeler, s'était formée, en des temps fort anciens, la vaste agglomération chinoise. Mais elle resta confinée dans son orbite et n'eut aucune influence sur la marche des événements qui disloquèrent les établissements prédécesseurs de notre propre histoire pour y substituer des établissements nouveaux. Ce fut par Rome et par Carthage que décidément le mouvement social se dirigea vers l'Occident. Le conflit de ces deux cités négligea, on peut dire, complètement la Grèce, l'Asie, l'Égypte, l'Orient et tout ce qui jusqu'alors avait été le siège de la grande politique. Il engagea les îles de la Méditerranée, l'Espagne, la Gaule et ouvrit ainsi à la civilisation toutes les profondeurs de l'Europe. 1. Carthage contre Rome. Il semblerait, d'après ce titre, que la cité africaine prit les devants contre la cité italienne, et résolut la première d'écarter de sa voie celle dont elle prévoyait la rivalité. Pourtant il n'en est rien, et ce fut Rome qui se lança de propos délibérés dans la longue et terrible aventure des guerres puniques. Une bande de mercenaires campaniens, qui avaient servi sous Agathocle, licenciés et regagnant leur pays, s'emparèrent par trahison de Messine, chassèrent ou tuèrent les habitants, se partagèrent les femmes et les enfants, se mirent à rançonner et à piller leurs voisins, et, attaqués par la Carthaginois et Hiéron, roi de Syracuse,
offrirent aux Romains de leur livrer la ville. Ces gens se donnaient le nom de Mamertins, d'après Mamère, le dieu Mars. Le Sénat, sans grief contre Carthage, lié par un bon office à Hiéron, qui avait aidé les Romains dans leur guerre contre les bandits de Rhégium, fort semblable aux Mamertins, hésita entre la politique honorable et la politique intéressée, et renvoya lâchement l'affaire à l'assemblée du peuple. Le peuple, lui, n'eut point de scrupules, et les Romains mirent le pied en Sicile. Après un pareil commencement, n'écoutant pas beaucoup les historiens de Rome, accusant l'injustice et la déloyauté de Carthage. À ce moment, Carthage et Rome étaient en croissance, mais sans avoir encore atteint les proportions gigantesques de quelqu'un des empires qui avaient précédé. Carthage était une riche cité commerçante qui avait étendu sa domination sur la côte africaine de la Méditerranée et aussi sur celle de l'océan. Elle avait mis le pied en Espagne, tenait la Corse et la Sardaigne et disputait la Sicile aux Grecs. Rome en avait fini avec les petits peuples latins qui l'entouraient, même avec la confédération étrusque, et elle régnait sans conteste sur toute l'Italie, sauf la Gaule cisalpine. Voilà les possessions des deux puissances que les Mamertins de Messine mettaient aux prises et qui allaient, vaincues ou victorieuses, manquer ou gagner l'empire du monde d'alors. À la simple inspection d'une carte, on sera peu disposé à croire qu'il en dut en être ainsi. L'espace possédé par Carthage n'est qu'une longue bande maritime avec quelques îles, celui de Rome est plus compact, mais il ne comprend pas, tant s'en faut, toute l'Italie. C'est là, se semble, peu de choses à l'égard, je ne dirais pas des vastes monarchies de l'Antique Orient, mais même des dimensions plus modestes de quelques-uns des États modernes. Pourtant, il est parfaitement vrai de dire que celle qui triomphera et qui fera disparaître sa rivale de l'arène des conquêtes ne trouvera plus rien qui puisse lui résister, et la domination universelle, entendue au sens que les Romains donnaient à ce mot, lui tombera dans la main, comme un fruit mûr tombe dans la main de celui qui le cueille. Tout est affaire d'opportunité et de circonstances. Si Carthage victorieuse de Rome, ou Rome victorieuse de Carthage, était venue se heurter contre la Grèce puissante, contre Philippe de Macédoine et Alexandre, nul doute que le choc n'eût été violent, et que l'impulsion de la conquête ne s'y fût tout au moins annulée. Mais au moment de l'explosion des guerres puniques, que restait-il debout dans les forces capables de défendre l'indépendance de telle ou telle portion du vaste territoire où siégeait la civilisation antique ? La Grèce ne représentait plus qu'un nom, et ce n'était ni le groupe de la ligne achéenne, humble successeur de Sparte et d'Athènes, ni les tristes héritiers du trône de Macédoine, qui seraient, devant un conquérant accourant d'Afrique ou d'Italie, en mesure de se sauver, ni de sauver leurs voisins. La misère politique n'était pas moins profonde dans ces grandes monarchies d'Égypte et d'Asie, demi-grecques et demi-barbares, qui n'avaient aucune solidité. Quand Rome vint au contact, il lui suffit, malgré les distances, de quelques légions pour leur porter des coups mortels, et il lui fallut atteindre les rives de l'Euphrate et du Tigre pour trouver dans les Parthes ou dans les Perses des adversaires qui défendirent victorieusement leurs frontières. Et l'Occident, dira-t-on, c'est-à-dire la Gaule, la Germanie, la Scythie, qu'en faites-vous ? Là, sans doute, étaient de grandes forces, mais elles demeuraient latentes, sauf pour produire à de longs intervalles des irruptions telles que celles qui portèrent les Gaulois en Italie et dans l'Asie mineure, les Cimbres et les Teutons à l'encontre des Romains, et finalement firent passer le Rhin aux barbares du Nord. Alors, ces populations n'étaient pas en mesure de jeter leur poids dans la balance des ambitions et des intérêts. Ainsi, Carthage et Rome avaient, si je puis ainsi parler, leur coudée franche, et leur champ clos était assuré contre toute intervention. Tout récemment, quand la mésintelligence s'éleva entre la Russie et l'Angleterre, et que l'on conçut quelques craintes de guerre entre elles, M. de Bismarck dit que ce serait le combat de l'éléphant et de la baleine. Ce propos caractéristique des deux belligérants, on peut s'en servir à l'égard de Rome et de Carthage lors du début de la première guerre punique. L'une est l'éléphant, l'autre est la baleine. Rome n'avait ni commerce, ni marine marchande ou militaire, ni marin, ni habitude de la mer, ni science de la navigation. Carthage possédait tout cela. C'était à beaucoup près la plus grande puissance navale du temps, et personne ne pouvait se comparer à elle pour le nombre des navires, pour leur bonne construction, pour l'habileté des équipages et l'expérience de la mer. Il semblait donc que chacune restant en son domaine, Carthage maîtresse de la mer et Rome de la terre, le conflit serait surtout une affaire de longueur et d'épuisement, sans que les deux adversaires puissent se saisir corps à corps. Une situation semblable s'était déjà présentée quand une lutte mortelle fut suscitée entre Athènes et Lacédémone par leur rivalité. Athènes était alors ce que Carthage fut plus tard, la dominatrice de la mer, et Lacédémone était prépondérante sur la terre. Quand Périclès sut régler le système de la guerre de la cité dont il avait la direction, rien ne ressembla plus à la lutte de l'éléphant et de la baleine que la manière de procéder des deux ennemis. Les Péloponnésiens, avec une grande armée, pénétraient dans l'Attique et la ravageaient, mais ne pouvaient ni prendre Athènes par un siège, ni la réduire par un blocus.
À son tour, Athènes équipait ses galères et se dirigeait sur les côtes du Péloponnèse qu'elle désolait par leur descente. Mais les ravageurs ne se hasardaient pas dans l'intérieur du pays, et ils rentraient dans leurs navires quand le temps cessait d'être propice. La prévision de Périclès était que, si l'on s'attachait opiniâtrement à ce procédé de guerre, comme Athènes gardait la possession de la mer et l'intégrité de son commerce, elle finirait par épuiser et lasser Lacédémone. Mais Périclès mourut. La démocratie athénienne, débarrassée de son chef, prit la direction des affaires et commit faute sur faute. Rien n'est plus incapable qu'un populaire qui gouverne lui-même et administre. Et c'est le cas d'appliquer à toute nation sage la détestation du poète latin « Ditalem avertite pestem ». La folle expédition de Sicile brisa sans retour la puissance d'Athènes, et après Agos Potamos, un long siège l'a mis à la disposition des Lacédémoniens. En devait-il être de même entre Rome et Carthage? Non, l'histoire ne se répète pas, et un événement extraordinaire déplaça toutes les combinaisons. Rome accomplit rapidement ce que Lacédémone dans toute sa vigueur n'avait pas tenté, et elle se fit du premier coup puissance navale disputant victorieusement l'empire de la Méditerranée. Ce fut un prodigieux tour de force, mais en même temps, ce fut un trait de génie. Les hommes qui avaient la direction de la politique et de la guerre comprirent, et dirent juste, que si de façon ou d'autre ils n'engageaient pas la lutte sur ce qui était considéré comme l'élément des Carthaginois, non seulement leur adversaire leur échapperait toujours, mais encore qu'eux, bloqués ou assiégés dans la terre ferme ou dans la Sicile, finiraient par rencontrer les mauvais hasards et les chances défavorables. Les Lacédémoniens ne songèrent à faire une flotte que quand la démocratie athénienne eut désorganisé le système naval organisé par Périclès. Les Romains y songèrent tout d'abord, en face de la supériorité manifeste de leur ennemi, et y réussirent. Le temps qui précède immédiatement le nôtre a été témoin d'un duel analogue. La paix d'Amiens rompue, les Anglais se trouvèrent prépondérants sur mer et Napoléon prépondérant sur terre. On ne manqua point de comparer le perfide Albion à Carthage, et le nouvel empire à Rome la vaillante. La combinaison de Napoléon fut ceci: réunir sur les côtes de la Manche une armée qui était alors la première du monde, tromper la vigilance des marins anglais, faire que ce qui lui restait de marins sous les ordres de Ganteaume ou de Villeneuve eut la mer libre pendant assez de temps pour prendre à bord l'armée, débarquer en Angleterre et livrer le reste à la fortune. Il fallait, pour qu'une pareille conception réussît, le concours des vents, des flots, l'action rapide et sûre d'une flotte bien médiocre sous les yeux de Nelson et de ses marins. Aussi cette combinaison si précaire manqua par tous les côtés. Napoléon fit donc ce que les Romains auraient fait si, mettant toutes leurs chances sur un débarquement en Afrique, ils avaient attendu la possibilité de passer de tous les hasards qui auraient pu écarter les flottes carthaginoises. Mais dira-t-on, Napoléon ne pouvait imiter les Romains, ni créer en quelques mois une marine capable de tenir tête à la marine anglaise. Non, sans doute. Mais il pouvait, au lieu de projets téméraires et on doit dire impraticables, préserver son armée navale d'un Trafalgar, l'améliorer, fortifier les équipages, instruire les officiers et créer à l'Angleterre toutes les difficultés d'une guerre de mer longue et soutenue. Il préféra se détourner sur le continent, laissant les Anglais en pleine possession de l'empire maritime. À la longue, ce que j'ai appelé tout à l'heure les mauvais hasards et les chances défavorables survinrent, son ambition sans frein y aidant. Un auteur anglais que je consulte et qui lui aussi songe à Napoléon en parlant de Carthage, dit, page 100, que le plan favori de l'implacable oppresseur de l'Europe fut mis à néant par la victoire navale de Trafalgar, exploit décisif en une guerre que les pires calomniateurs de l'Angleterre doivent reconnaître n'avoir pas été une guerre intéressée. Certes, je ne suis point parmi les calomniateurs de l'Angleterre, et pourtant je ne puis accepter son désintéressement ni à ce moment, elle combattait alors pour son existence ou du moins pour le maintien de sa suprématie, ni plus tard, car elle s'adjugea de si riches dépouilles qu'il serait impossible de parler sans sourire de son abnégation. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à mesure que l'ambition frénétique de Napoléon Ier s'aggrava, l'Angleterre devint davantage l'espoir et le soutien de la cause commune des peuples et des rois, si bien que, grâce au génie, c'est le mot, n'est-ce pas, de l'empereur, elle eut à la fois les beaux profits et le beau rôle. Les rapprochements, malgré leur nom, écartent du sujet non moins que les digressions, mais ils permettent sans difficulté d'y revenir. Les Romains conçurent leur guerre comme il fallait la concevoir, le succès couronna leur ferme conception, et ce fut par une victoire navale qu'ils mirent fin à une guerre punique si longue et si pleine de péripéties. La seconde est remplie par la grande figure d'Hannibal. Peu de personnages militaires ont accompli des opérations aussi hardies et aussi décisives. De l'Espagne, où il commande, il conçoit son plan d'invasion de l'Italie. Les Pyrénées, auxquelles il touche, ne lui sont qu'un faible obstacle. Les peuplades du midi de la Gaule sont ou gagnées par des négociations, ou effrayées de cette grande armée qui traverse leur pays. Mais voilà les Alpes, avec leurs grandes pentes abruptes, leurs routes mal connues, leurs sommets glacés,
Hannibal s'y engage, lui, ses Carthaginois, ses Espagnols et ses éléphants. Enfin, après d'extrêmes périls, il triomphe des rochers, du froid, de la faim, arrive au versant et précipite ses soldats épuisés sur l'Italie. Livrer bataille est son ardent désir, mais chose étrange, les Romains ne veulent pas moins que lui tenter la fortune des armes. Le Tésin, la Trébie, le lac de Trasmène sont témoins de leur sanglante défaite. Effrayés un moment, ils font sous Fabius contre le Carthaginois la guerre de chicane. Mais bientôt l'impatience de la bataille les ressaisit, et Cannes les frappe d'un coup qui semble mortel. Dès lors, ils ne se mesurent plus dans l'Italie en champ clos contre le terrible vainqueur, qui de son côté ne retrouve pas ses grandes journées du début de la guerre. On se dispute pendant plusieurs années le midi de l'Italie, jusqu'à ce qu'un capitaine romain, entreprenant, envahisse l'Afrique et menace Carthage. Monsieur Bosworth Smith, plein d'une juste admiration pour le génie militaire d'Hannibal, ne voit aucune faute qui lui soit imputable depuis son départ de l'Espagne jusqu'à la funeste journée de Zama. Je ne puis accepter sans restriction une telle louange. Nous ne connaissons guère ses plans et ses opérations que par ses ennemis les Romains, et cela doit rendre circonspect. Pourtant, il y a des faits sur lesquels on peut discuter. A-t-il agi en grand capitaine, quand en refusant de pousser à bout tout aussitôt la victoire de Cannes, il ne marcha pas sans retard sur Rome pour commencer dès lors à l'enserrer? La question a été beaucoup débattue, mais s'il fit bien de s'abstenir, alors pourquoi plus tard, afin de dégager Capoue, tenta-t-il, en des circonstances bien moins favorables, ce que pourrait sur les Romains la vue de son armée campée au pied des remparts de Rome? Ou bien il manqua certaines chances après Cannes, ou bien il fit lors du siège de Capoue une inutile équipée. Si les foudroyantes victoires ne le mirent pas en mesure, à son jugement, d'entreprendre sur la ville même de Rome, elles lui procurèrent pourtant un avantage considérable, à savoir la défection de quelques-uns des alliés des Romains qui devinrent ses auxiliaires. Et peu à peu cet avantage se perdit, il ne put sauver Capoue de l'implacable vengeance de Rome. Son long guerroiement dans l'Italie méridionale alla sans cesse en s'amoindrissant, et soit par sa faute, soit par celle des circonstances, il ne mit en œuvre aucune combinaison qui renouvelât ses procédés et son ascendant. Le moment vint où il fallut quitter l'Italie pour défendre Carthage contre Scipion victorieux. Le général romain voulait une bataille. Comment se fait-il que le général carthaginois l'ait voulu aussi, et n'ait pas essayé contre Scipion la tactique que Fabius avait employée contre lui, Hannibal? Il semble que le jeu des deux commandants devait être opposé. Quand on considère la résistance que, dans la Troisième Guerre, Carthage, sans flotte, sans armée, avec ses ports livrés, opposa à l'ennemi, on est porté à croire que la grande ville, avec l'armée d'Hannibal, se ménageant et tenant la campagne, aurait présenté de sérieuses difficultés à la prompte conclusion que Scipion cherchait. Mais la grande faute, la faute inexplicable, est celle qui fut commise dans les opérations qui amenèrent la destruction de l'armée d'Hasdrubal. Cet officier partit d'Espagne et suivit la route que son frère avait suivie 10 ans auparavant, franchissant les Pyrénées, traversant le midi de la Gaule et descendant en Italie du haut des Alpes. Une aussi considérable expédition ne peut se dissimuler, et en effet les Romains se préparèrent à y faire face. Mais il semble qu'elle fut jusqu'au bout ignorée d'Hannibal. Au moment même où Hasdrubal, qui avait assiégé inutilement Plaisance, s'avançait vers son frère, ce frère s'éloignait, lui tournait le dos et s'enfonçait au midi dans le Brutium. Comment une pareille méprise est-elle possible? À la vérité, des messagers envoyés par Hasdrubal avaient été interceptés par les Romains. Mais comme la jonction des deux armées carthaginoises était une opération d'une portée incalculable pour l'issue de la guerre, n'est-il pas évident que, dès qu'Hannibal sut la marche de son frère, il dut toujours tendre, informé ou non, à s'élever vers le nord? Mais dira-t-on, cette marche, il ne la connut pas, et il devait la prendre par les messagers interceptés. Or cela n'est pas croyable. Les Romains ne l'ignoraient pas, et personne ne devait l'ignorer en Espagne, en Afrique ou en Italie. Il semble donc qu'Hannibal mit une négligence impardonnable à se tenir au courant des nouvelles et à marcher peu ou prou du côté par où le secours lui arrivait. Un historien anglais des guerres puniques, le docteur Arnold, pour s'expliquer un tel manquement, a dit que la Providence complotait contre Carthage et veillait sur Rome. C'est là une explication surnaturelle, qui ne peut prendre place dans l'ordre des causes secondes. Je recommande l'examen de la conduite militaire d'Hannibal en ce point critique à monsieur le capitaine Humbert, qui publie en ce moment une histoire du grand capitaine carthaginois. Cependant, vu mes habitudes de critique en histoire, je ne puis m'empêcher de mentionner une circonstance qui est peut-être sans relation aucune avec le fait en question, mais qui n'en a pas moins quelque intérêt, ne fût-ce que comme se rapportant à la vie privée d'Hannibal. Pline l'Ancien nous apprend que ce chef eut une maîtresse dans la ville de Salapia en Apulie, et que ses amours furent célèbres. Or il se trouve que c'est justement de ce côté qu'Hannibal tourne ses pas, quand il devrait les tourner vers le nord.
Les grands hommes ont des faiblesses. Celle-là serait bien malheureuse si elle était réelle. Mais je le répète, c'est une coïncidence que je note et non une imputation, car tous les détails manquent, qui pourraient lui donner quelque appui. Un point est certain, c'est que l'attachement d'Hannibal pour la dame de Salapia eut de l'éclat. Sans une ligne bien sèche de Pline, nous ignorions ce trait précieux dans la vie du héros carthaginois. L'expédition d'Hasdrubal, si fâcheuse pour la prévoyance et la décision d'Hannibal, donna lieu, du côté des Romains, à une des plus belles opérations dont les annales militaires gardent le souvenir. Le consul Claudius Néron, qui surveillait Hannibal, se déroba de devant lui avec un corps d'élite, remonta à marche forcée l'Italie, rejoignit son collègue, le consul Marcus Livius, et tous deux écrasèrent Hasdrubal et son armée. Ce fut Livius qui reçut les honneurs triomphaux, mais Néron chevauchait à côté du char qui portait son collègue, et la foule n'avait de regards et d'acclamations, et avec raison, que pour l'auteur de la hardie combinaison. La troisième guerre punique ne fut qu'une agonie. Rome, assouvissant sa haine implacable, détruisit Carthage de fond en comble. C'était le droit de la guerre tel que les anciens l'entendaient et le pratiquaient. Un des meilleurs parmi les Romains, un des hommes les plus ouverts à de larges sentiments, Cicéron, énumérant des cités ainsi anéanties par le peuple romain, n'exprime le regret pour aucune, sauf pour Corinthe. Nolem Corinthum, dit-il. Soit, puisque ainsi le voulaient les rivalités antiques. Mais ce qui ne peut se pardonner, et ce que l'histoire doit flétrir sans égard pour les prétentions hautaines des maîtres du monde, c'est l'astuce avec laquelle ils procédèrent, et la perfidie dont ils se souillèrent. Ils imposèrent des conditions de paix auxquelles les Carthaginois se soumirent. Puis, ces conditions exécutées, ils demandèrent en plus la remise des vaisseaux. Et quand les malheureux eurent accompli ce sacrifice, les Romains leur signifièrent qu'ils eussent à quitter leur ville qui devait être détruite. Le désespoir s'empara de la cité, jadis reine de la mer, elle résolut de vendre sa défaite et engagea la suprême lutte dont l'issue ne pouvait être douteuse. Il fait beau quand on a de pareils actes par-devers soi d'accuser la foi punique. Maintenant que la victoire a prononcé, que l'incendie a dévoré Carthage, et que pour me servir du langage du poète latin, la reine de l'Afrique, omnis humo fumat, je chercherai non pas par quelque infériorité à la succomber, cela n'est pas de mon sujet, mais si en vue de l'enchaînement et de l'affermissement de la civilisation, il valait mieux que les choses eussent tourné comme elles ont tourné, et si les Sémites de la côte d'Afrique eussent été d'aussi bons ouvriers que les Ariens de l'Italie pour la constitution du corps social qui devra en prendre à sa charge la destinée. L'histoire n'est point un phénomène qu'on a la faculté de reproduire. La contre-expérience y est impraticable. Et nous ne pouvons remettre les parties en présence, donner la victoire aux Carthaginois et voir ce qu'il adviendrait pour le monde ancien de ce renversement. Pourtant, dans cet ordre de considération, il est un procédé qui nous garantit contre les vaines hypothèses et les divagations sans contrôle. C'est celui qui consiste à s'attacher attentivement à la résolution des problèmes sociaux, tels que les événements historiques, et les aptitudes des peuples directeurs le fournissent, et à demander à cette étude si le rival vaincu aurait aussi bien que le rival vainqueur satisfait aux conditions requises, qui en définitive furent tout compensées, suffisamment favorables à l'évolution générale. La première condition, j'entends la condition essentielle, était que le dominateur, quel qu'il fût, se trouvât capable d'entrer en communion avec la Grèce, de se laisser conquérir par elle, et de lui apporter en retour, et pour longtemps, la force, la cohésion et la sécurité qui lui manquaient. Par l'entremise de la Grèce, en effet, s'était accompli dans le domaine intellectuel de l'humanité un événement considérable dont les conséquences devaient être infinies. L'esprit humain avait franchi le seuil qui sépare la connaissance empirique de la connaissance scientifique, et était résolument entré dans le savoir positif et abstrait. Dès lors, on était passé de la civilisation ancienne à la civilisation moderne, mais il fallait que des trésors encore précaires ne fussent pas dispersés aux quatre vents par un Alaric anticipé et plus puissant. On a avancé que les Grecs étaient les plagiaires qui avaient tout emprunté aux peuples civilisés avant eux, Égypte, la Babylone, Tyr et Ninive. Et Platon leur faisait dire par un prêtre de Memphis, conversant avec Solon, qu'ils n'étaient que des enfants peu informés des vieilles choses. Ces prétendus enfants fondaient la mathématique, arithmétique, géométrie et algèbre, instituaient l'astronomie géométrique et commençaient la physique expérimentale par la grande découverte de la pesanteur scientifique des corps, sans parler de leurs travaux en médecine, Hippocrate, en anatomie, Hierophile et Érasistrate, en physiologie, Galien, même en sociologie, Aristote et sa politique, tout rudiment précieux que l'avenir développera. La mathématique, l'astronomie et un fragment de physique sont les solides assises sur lesquelles les modernes élèveront l'ensemble du savoir positif et compléteront le mouvement évolutif des sociétés. Du service immortel rendu par la Grèce,
il faut dire toutes sortes de louanges, mais non ce que Montesquieu disait de son œuvre, Protem cinematre creatam, ce ne fut pas une création sans matière préexistante. Cette matière gisait toute préparée grâce aux civilisations antiques, qui avaient établi sous forme concrète les premiers éléments du calcul pour les usages de la vie et pour le commerce, de la géométrie pour l'arpentage, de l'astronomie pour la navigation et l'observation des années. Cet agrégat, le génie grec non seulement en fit une science pure, une doctrine abstraite, mais encore il l'agrandit immensément et ouvrit toute grande la porte du savoir positif. C'est pourquoi ils sont des inventeurs, non des plagiaires. Ici, je ne me refuse pas à une comparaison qui, empruntée à l'embryogénie, n'est point déplacée en sociologie. On sait que le nouvel être se forme par épigénèse, c'est-à-dire que la matière qui doit constituer successivement ses organes se produit de toutes pièces, sauf à recevoir du même coup le type spécifique dont l'ovule est le fidèle gardien. Ce fut par une véritable épigénèse que l'esprit humain acquit l'organe scientifique. La matière fut fournie par l'apport concret des antiques civilisations, puis vint la vivification grecque qui lui donna sa forme typique, conformément aux lois qui régissent le développement social. Le contact de la Grèce et de Rome fut sociologiquement décisif. L'une se montra disposée à enseigner, l'autre à s'instruire. Goetia capta ferum victorem cepit, a dit Horace. Cette prise alla comme de soi et n'eut pas de retour. Dès lors furent assurés les résultats intellectuels que le génie grec venait d'obtenir pour l'instruction universelle de l'humanité. Non pas que les Romains aient montré des aptitudes particulières pour la culture des sciences, ils s'y adonnèrent médiocrement, mais ils les admirèrent beaucoup, les honorèrent et permirent à leur essor de se continuer aussi longtemps que la situation le comportait. Je ne donnerai pas une idée complète de la fusion sociologique qui s'accomplit, si après la science je ne mettais en relief le côté de l'art. Dans ce domaine, la Grèce avait pris un merveilleux essor. La poésie, la sculpture, la peinture, l'architecture avaient enfanté des chefs-d'œuvre immortels. Si Rome se sentit chétive et débile en présence de ce que les villes de la Grèce lui étalaient, elle se sentit pourtant en une sorte d'affinité avec le génie auteur de tant de merveilles, et le vieil Ennius abandonna le vers saturnin pour prendre l'hexamètre d'Homère. C'était un signe. Sans doute les Romains ne purent rivaliser en tout avec leur maître, mais dans les lettres ils s'élevèrent à une grande hauteur sous le souffle même de l'inspiration qui anime le groupe arien. Notez ce point, et considérez-en l'importance par contraste, je veux dire par contraste entre les Ariens et les Sémites. Le groupe sémitique s'est fait une grande place dans l'art, et ce n'est pas nous les disciples ou les héritiers comme on voudra, les Grecs qui la lui contesteront. Maintes pages de la Bible emportent le gracieux ou le sublime témoignage. Mais cela admis et reconnu, il n'en demeure pas moins certain que l'art arien a une ampleur, une universalité, un idéal qui en font le noble et unique accompagnement de la civilisation arienne. Tous les peuples ariens, quelque arriérés qu'ils fussent, ont fini par le recevoir et le cultiver. Aucun peuple sémite ne l'a fait sien et n'y est devenu disciple ou maître. Là est un point qui aurait toujours manqué à Carthage, si, victorieuse de Rome, elle avait dû s'imprégner de la discipline grecque pour à son tour imprimer sa discipline à tout le monde ancien. En la conjonction sociologique qui confondit les aptitudes de la Grèce et de Rome dans l'intérêt supérieur de la civilisation, l'apport ne fut pas tout entier du côté de la Grèce, et Rome n'y accéda pas les mains vides, je veux parler du droit romain. Grâce à l'esprit légal qui animait ce peuple et à la longue et admirable lutte entre patriciens et plébéiens, il se forma une puissante et savante doctrine qui se perfectionna par le travail séculaire d'éminents jurisconsultes et qui est devenue la base de la législation de tous les États de l'Europe et de l'Amérique. Carthage n'avait rien de pareil à offrir. Et au sein de cette Grèce savante mais déchirée, ingénieuse mais mal sûre, c'était une bonne fortune inappréciable de jeter le poids d'un système aussi ferme, aussi cohérent, aussi approprié aux conditions sociales les plus diverses que le fut le droit romain. Quel que fût le nouveau pouvoir qui conquit l'hégémonie, il importait que, laissant l'Orient qui possédait une civilisation propre et que la Grèce avait tellement démantelée, il entama fortement l'Occident, qui renfermait tant d'inconnus en espace et en hommes. Il n'est pas impossible que Carthage se fût acquittée de cet office. Déjà, elle avait pris pied en Espagne, et de là il était tentant de passer en Gaule. Toutefois, Rome, avec sa position déjà occidentale, était mieux placée qu'elle pour atteindre les pays placés au-delà des Alpes et aller jusqu'à la Bretagne et à la Germanie. Peu de siècles avaient encore à s'écouler, et on allait voir combien menaçant était cet Occident pour la perpétuité de la civilisation, et combien il avait été utile que, parmi ceux de ces dangereux barbares qui devaient mettre fin à son empire, Rome eût inculqué une soumission grossière mais réelle à son administration, à sa religion, à ses traditions.
Carthage aurait-elle rien fait de comparable à ce que l'Empire universel de Rome accomplit pour le monde? Les affirmations ne sont certes pas sûres quand il s'agit d'un terrain tel que celui des futurs contingents. Mais les motifs de douter de l'aptitude de Carthage au grand office croissent quand on décompose l'œuvre de Rome. Cette œuvre fit taire les antipathies nationales, elle donna une langue et une littérature communes, et elle prépara la voie à une religion plus haute. Les antipathies nationales étaient infinies en une domination qui comprenait l'Orient et l'Occident, le Nord et le Midi de l'Ancien Monde. Elles devinrent insignifiantes sous le régime que Rome appliqua à tous ses administrés. Pline l'Ancien fut frappé de ce spectacle inouï jusqu'alors dans les annales humaines, et il l'a admirablement qualifié en l'appelant l'immense majesté de la paix romaine. La force et la prudence politique n'eurent jamais meilleur emploi qu'en imposant une trêve de plusieurs siècles aux conflits nationaux. Tacite a mis dans une bien vive lumière le mécanisme et le bienfait de cet office pacificateur quand il fait tenir par le général romain Cerialis aux Trévires et aux Lingons, assemblés au moment où les Germains sollicitaient le soulèvement de la Gaule et sa rupture avec Rome, un discours dont voici le fragment essentiel pour mon objet. Des principautés et des guerres furent toujours dans les Gaules jusqu'à l'établissement de notre pouvoir en votre pays. Du droit de la victoire, nous n'avons usé que pour vous imposer les charges nécessaires à garantir la paix, car ni la paix des nations ne peut être obtenue sans armée, ni les armées sans solde, ni la solde sans impôt. Tout le reste est commun à vous et à nous. La plupart du temps, c'est vous qui commandez nos légions, c'est vous qui régissez ces provinces et les autres. Rien n'est séparé, rien n'est fermé. L'influence salutaire des bons princes, bien qu'agissant de loin, se fait sentir également à tous. Les mauvais sévissent sur leurs entours. Supportez, comme la stérilité, les pluies excessives et les autres fléaux de la nature, le luxe ou l'avarice des gouvernants. Il y aura des vices tant qu'il y aura des hommes, mais ces vices ne sont pas perpétuels, et l'intervention des honnêtes gens les compense. Compteriez-vous sur plus de modération dans le gouvernement de Tutor et de Classicus? Ou pensez-vous que les armées nécessaires à écarter les Germains et les Bretons coûteront moins cher? Car les Romains, une fois chassés, puissent les dieux empêcher ce malheur, que peut-on attendre sinon la guerre de toutes les nations entre elles? Par la fortune et la discipline de 800 années s'est formée cette vaste et solide charpente qui ne peut être démolie qu'en écrasant les démolisseurs. Carthage aurait-elle eu une fortune et surtout une discipline de 800 années? La langue de Rome, en sa qualité de langue administrative et officielle, pénétra partout, même en plusieurs contrées, soit par des affinités comme dans une partie de l'Italie et en Sicile, soit par supériorité de civilisation, comme en Gaule et en Espagne. Elle se substitua aux langues nationales. De cette façon, la littérature latine gagna une vaste étendue. À une pareille expansion, la condition linguistique et littéraire de Carthage eût opposé bien des obstacles. Les langues sémitiques sont alphabétiques, il est vrai, mais elles n'écrivent pas les voyelles. Si Carthage eût vaincu, quelle figure cet alphabet en son imperfection eût-il faite devant l'alphabet grec et les alphabets italiens? Puis comment mettre les littératures sémitiques, si originales mais si étroites, en rapport avec l'immense développement de la littérature grecque? Je vais forcer le contraste afin de mieux faire entendre ma pensée. Je suppose qu'au lieu de Carthage, ce fut la Chine qui aurait été en conflit avec Rome, et qui l'eût emporté. La victoire eût été désastreuse pour le progrès des choses humaines. Jamais ni l'écriture qui exprime la pensée chinoise, jamais la forme littéraire que revêt cette pensée ainsi écrite, n'aurait réussi à supplanter la Grèce, ni même les Sémites. Le désordre eût été grand et long, jusqu'à ce que la Chine eût tout rangé à son image, d'où une profonde rétrogradation, ou que les vaincus eussent repris le dessus après beaucoup de souffrances et à un degré moindre que celui où ils étaient avant la défaite. L'extrémité de mon hypothèse fait ressortir d'autant plus les facilités de la fusion de Rome avec la Grèce et les avantages infinis qui en provinrent pour le bien de la civilisation générale. De domaine en domaine, nous arrivons à celui de la religion. Il ne faut pas oublier que ce fut pendant la domination universelle de la Rome impériale qu'advint une révolution religieuse qu'on peut dire sans erreur la plus importante de toutes. Un petit peuple sémitique, sous l'inspiration de ses prophètes, sous la discipline de ses livres sacrés, sous la direction des interprètes ou scribes qui les lui expliquaient, avait produit un monothéisme épuré qui était plein de mépris pour des polythéismes environnants. C'est de là que partirent le christianisme et sa propagande. Je ne prétends pas dire que le Melkar ou Moloch de Carthage eût été plus mal disposé pour Jéhovah d'Israël que le Zeus des Grecs qui persécutèrent si violemment la Judée, ou le Jupiter de Rome qui finit par détruire Jérusalem. Mais entre la fin du conflit de Carthage et de Rome et la propagande chrétienne, il s'était écoulé près de 2 siècles. Rome, au point de vue qui m'occupe, les avait employés utilement, c'est-à-dire qu'elle avait fourni un ample théâtre, non sans y prendre part elle-même, au développement des doctrines philosophiques et à la manifestation des nouveaux besoins religieux. En un terrain ainsi préparé, ce fut au christianisme de prendre ses avantages. Il n'y manqua pas.
Quand Rome tomba, une religion lui succéda avec des prétentions à l'universalité encore plus grandes que celles qui avaient été conquises par la cité de Romulus. Monsieur Bosworth Smith, dans l'ouvrage que j'ai déjà cité, s'exprime ainsi, page 45. Si sous les conditions de la société ancienne et la sauvagerie qu'elle tolérait dans la guerre, une nécessité inéluctable voulait que Rome ou Carthage pérît de fond en comble, nous devons admettre, en dépit de la sympathie que les cas de la civilisation carthaginoise, l'héroïsme d'Hamilcar et d'Hannibal et la catastrophe tragique excitent en nous, que le bien de la race humaine était intéressé à ce que le coup tombât plutôt sur Carthage que sur Rome. J'acquiesce pleinement à ce jugement. La sociologie m'a enseigné à considérer l'œuvre scientifique de la Grèce comme un pas décisif dans le progrès intellectuel de l'humanité, sans quoi elle eût tourné indéfiniment sur elle-même, comme a fait la Chine par exemple. Or, cette œuvre, Rome seule était capable de lui assurer durée et transmission. Je n'obéis pas à un optimisme historique, et je reconnais que maintes fois la chance a tourné contre ce qui eût été le mieux. C'est ainsi qu'il fut malheureux que Varus se soit laissé surprendre par les Germains, et qu'Auguste n'ait pas accompli la conquête de la Germanie. Conquête qui était si près de son terme, et qui eût épargné à l'Occident bien des souffrances, des ravages et des retards. Dans la vieille civilisation que j'ai nommée empirique, pour la distinguer de la civilisation scientifique grecque ou moderne, les Sémites ont tenu une très grande place, témoins Babylone, Sidon, Tyr, Ninive, Jérusalem, Carthage. Et ce ne sont pas eux qui ont dépassé le niveau de la civilisation empirique. Plus tard, ces mêmes Sémites, à l'entrée de ce que nous nommons notre Moyen-Âge, ont pris l'avance sur les chrétiens et ont semblé appelés à jouer dans cette période le rôle que la Grèce avait joué jadis. Mais il n'en fut rien, et eux aussi s'arrêtèrent avant d'avoir accompli l'œuvre que l'évolution de l'esprit humain exigeait. Ne semble-t-il pas que ce second insuccès soit une confirmation du jugement sociologique porté sur le premier ? C'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine, qui sera donc la suite, nous verrons les Arabes contre les chrétiens occidentaux.